Bien. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être venus pour cette réunion du conseil municipal. On avait souhaité aborder deux points importants, de faire un point sur GES. On n'avait pas eu le temps, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent, donc c'est pour ça qu'à mes côtés, je vous présenterai le directeur de GES. Et après, comme on l'avait dit, on parlerait bien évidemment de la piscine. Ça a été présenté en majorité, ça a été présenté aux deux commissions sport et urbanisme fin juin, 27 je crois. Et donc maintenant, on rend compte au conseil municipal des discussions que nous avons eues. Donc effectivement, c'est une réunion, puisqu'il n'y a pas de délibération à prendre, et comme on n'avait pas de délibération à faire pour le conseil municipal, qu'on se réunira très certainement pas avant la dernière semaine de septembre, il nous a semblé opportun de faire cette réunion sur ces deux sujets maintenant et ne pas attendre le mois de septembre. Alors, premier point, donc GES, on voulait faire le point, donc à mes côtés, M. Bora, qui est donc arrivé à GES depuis le 1er septembre 2017. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc M. Bora va se présenter un petit peu, mais il connaît bien les entreprises publiques, puisqu'il faisait partie d'une UNLD, ce qu'on appelle une UNLD, une entreprise locale de distribution, qui était une régie de... C'est un syndicat intercommunal que l'on... Moi, je vous laisse vous présenter, ça sera plus simple. Merci, Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Eric Borat, je suis le directeur, comme l'a expliqué Monsieur le maire, depuis début septembre 2017. Je suis issu de deux ELD, deux entreprises locales de distribution, des régies électriques, principalement productrices, ainsi qu'une autre régie de l'eau, d'électricité et d'assainissement depuis 2001. Voilà. Mon cursus professionnel auparavant était en tant que contrôleur de gestion Leroy Merlin France. Voilà. Bon, j'ai essayé d'être bref, je sais que faut pas que je tarde trop, je suis de nature à pouvoir bavard sur d'autres sujets. Merci, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en préambule, quelques mots pour GES. Je vais laisser la parole à M. Bora qui nous présentera tous les comptes. Donc en 2014, en 2014, donc deux audits ont été faits pour analyser les comptes qu'on voyait qui étaient dangereusement déficitaires de GES. Les experts ont observé un déficit structurel de GES, dû notamment à un manque d'anticipation sur les besoins capitaux dès la création de la structure. Et GES, à ce moment-là, dès 2014, n'était pas loin du dépôt de bilan. Donc il a fallu se retrousser les manches, comme on dit, et faire en sorte que cette structure publique, même si c'est une SEM, elle reste quand même publique, puisse perdurer sur notre territoire. Donc un plan de redressement a été mis en place immédiatement. L'arrêt de certaines activités commerciales non rentables, la renégociation de la dette qui était le plus important, des facilités de paiement auprès des fournisseurs, M. Bourra y reviendra, et l'arrêt des contrats pour la quasi-totalité des commerciaux. Nous étions à plus de 8 commerciaux, je crois, de mémoire, à l'époque. Donc il a fallu faire des coupes franches, ça n'a pas été bien évidemment simple, des décisions à prendre. Comme vous dites, tu as déjà, mais tu arrêtes de travailler, donc c'est pas une mince affaire, humainement, d'aller voir les gens, de les rencontrer, de leur exprimer, de leur proposer, mettre en avant un plan qui fait que nous voulions sauver la structure dans sa globalité. Les résultats, ben, il est là aujourd'hui, la structure est bien évidemment sauvée, on le sait, mais en plus on a 24 agents donc, qui sont sur notre structure. Les actionnaires, donc vous avez le tableau suivant, donc vous avez la ville d'Air-sur-Dot, l'entreprise EPM, le conseil départemental, le SIDEC, CELIA, REGAS, Gaz de Bordeaux, c'est deux structures, la caisse d'épargne, et vous avez toute la liste des actionnaires avec la valeur de l'action qui est à 30 € et le montant donc en face, et vous voyez la quote-part détenue dans le capital. Donc la ville d'Air détient 55,52% du capital. Voilà.
Le point suivant, c'est les conventions réglementées. Donc, vous savez, c'est quand, donc, je viens d'en parler, les difficultés de GES, notamment en matière de trésorerie. On avait besoin de plus de 1,5 million de trésorerie en 2014. Il fallait qu'on trouve 1,5 million d'euros. On l'a trouvé avec différents partenaires, les partenaires publics, donc la communautaire, le conseil départemental, le SIDEC. Après, il y avait certaines créances qui ont été repoussées et les banques nous ont suivis. Donc, on avait signé des conventions avec la ville d'Aire-sur-Adour, donc pour montant on avait fait une avance, rappelez-vous, en 2016 de 250 000 euros. Le conseil départemental des Landes en avait fait de même pour 48 830 euros et le SIDEC pour 24 394 euros. Donc ces montants, on en a déjà parlé, vont être remboursés à toutes ces collectivités courant de l'année. Ça a été fait pour partie, mais ça sera fait. GES s'est engagé à rembourser donc ces avances en trésorerie. Et donc il y avait deux autres structures qui sont pas des collectivités en tant que telles, mais qui sont des émanations des collectivités, c'est Gaz de Bordeaux et Énergie. Je vais laisser la parole à M. Bourra qui va expliquer, qui va prendre la suite sur les comptes. Tout à fait. Effectivement, au-delà des conventions réglementées qui ont été passées, on peut noter aussi Gaz de Bordeaux et Énerland qui ont créé ce qu'on appelle des facilités de caisse, c'est-à-dire des délais de paiement qui étaient rallongés de façon à ce que GES puisse trouver une situation financière dans l'intervalle. Pour Gaz de Bordeaux, il s'est agi à certains moments d'aller jusqu'à environ 1 million, 1,5 million, en fonction des créances que nous avions à supporter, et Énergie, on était à une facilité de caisse d'environ 180 000 euros qui s'est éteinte elle-même en fin 2017. Je voudrais commencer par les comptes donc 2017, c'est l'objet de ce soir, avec les recettes. Les recettes entre 2016 et 2017 ont évolué de la façon suivante, avec un chiffre d'affaires net qui a diminué d'environ 4%. Les raisons de cette diminution, on va les évoquer ensemble dès les slides qui vont suivre. Nous avons donc les productions immobilisées, donc la richesse de l'entreprise qui a été créée, les subventions d'exploitation, alors c'est entre guillemets puisqu'il s'agit des taxes que nous collectons pour le compte de divers organismes et que nous devons reverser. Les reprises sur dotation et amortissement donc qui varient puisque effectivement il y a des matériels qui sont sortis de nos comptes et d'où des reprises sur provision ou sur amortissement en l'occurrence. Les autres produits qui varient, mais de toute façon, alors le pourcentage est relativement élevé, mais l'impact financier est relativement light, cours de 58 000 à 46 000 euros. Des produits financiers qui passent de 100 000 à 0, et des produits exceptionnels qui passent de 608 000 à 307 000. Peut-être vous souvenez-vous, mais en 2016, il y a eu des ventes auprès du fournisseur Primagaz de cuves individuels propane qui du coup sont revenus en gains exceptionnels dans nos comptes. Donc on voit le graphique sur la droite, le camembert qui vous dit que globalement notre chiffre d'affaires net qui correspond à 80%, 70% du total des recettes. Et la répartition se fait ainsi en fonction de ce que vous avez noté. Je poursuis sur les recettes avec un peu plus détaillé le chiffre d'affaires des ventes déjà énergie. Donc les ventes de l'ELEC ont diminué. Les ventes de l'ELEC ont continué à diminuer puisque, comme vous le saviez, nous avons subi la fin des tarifs régulés de vente pour les très gros consommateurs, les clients qui avaient une puissance souscrite plus haute que le commun des mortels, c'est-à-dire les domestiques. On était au-delà, on était au-delà de 36 kVA en puissance souscrite. Et donc pour les tarifaires et les tarifs jaunes, qui sont les deux plus gros industriels qu'on peut trouver en France, nous avons observé ce départ. En même temps, la vente de l'ELEC n'est pas impactée à hauteur de tous ces départs parce que nous avons en même temps continué à avoir la part. Une fois que le client est parti, il a été obligé de partir de chez nous.
Ce client, nous continuons à l'avoir pour la partie transfert d'électrons. C'est-à-dire que le tuyau il est toujours à nous, et les électrons qui passent dans le tuyau, ils transitent toujours par chez nous, ce qu'on appelle l'acheminement. Donc ça, cette rémunération, nous l'avons toujours, puisque c'est une obligation de passer par nous, pour un autre tuyau. Je vulgarise, si vous me dites si je vais trop fort. Pour les ventes élec, donc je dois vous dire aussi qu'au-delà des tarifs régulés de vente, donc qui sont effacés, nous avons perdu des clients, puisque sur les 70 gros verts et jaunes, les gros clients, nous en avons sur les 77, nous en avons environ 72 qui sont partis, mais qui sont revenus vers nous grâce à l'association de GES avec Alterna. Alterna, pour mémoire, c'est le groupement d'entreprises locales de distribution dont nous sommes actionnaires et qui est acteur sur le marché de gros. C'est-à-dire que nos clients ont continué à nous faire confiance, ont respecté la législation en partant de Gascogne Énergie Service, mais nous les avons récupérés par le biais d'Alterna, dont nous sommes nous-mêmes les actionnaires. D'accord? Donc nous avons des clients à la marge, on en a environ 6-7 qui sont partis entre-temps, totalement. Ceux-là ne nous ont pas suivis avec Alterna. Pourquoi? Parce que Alterna n'a pas réussi à récupérer des appels d'offres régionaux, voire nationaux. Et donc ce sont des clients, gros industriels, qui font partie de grandes chaînes et qui n'ont pas pu être récupérés par Alterna. Alors que Alterna récupère sans cesse de gros marchés. J'en veux pour preuve que très récemment, Alterna s'est fait notamment reconnaître, puisqu'on a récupéré l'ensemble des prisons et des sites pénitentiaires, merci, j'y arrive pas, français. Donc ce qui fait partie des choses intéressantes. Et une petite précision aussi, le dispositif qui est mis en place avec Alterna, donc c'est Alterna qui devient le vendeur de l'électron à l'entreprise X, et donc va nous restituer une partie, un pourcentage, pas important, mais les marges en matière d'électricité sur la fourniture sont très faibles aujourd'hui, mais va nous restituer une partie de cette marge. Mais on ne va pas récupérer que la marge de ce client X à Air-sur-Ado, on va aussi récupérer une partie des marges sur tous les clients que Alterna va réussir à avoir sur notre territoire. Mais quand je dis notre territoire, je ne le connais pas bien, mais on va dire sur le département des Landes, si vous voulez, si Alterna, là en l'occurrence la prison de Marsan, c'est Alterna qui va récupérer, mais c'est nous, comme on est sur le territoire et on est actionnaire avec Alterna, on va récupérer des petits dividendes, c'est pas grand chose, mais au moins on va récupérer. Donc plus Alterna aura des consommateurs, aura des clients sur le territoire landais pour faire simple, mais plus on pourra aussi récupérer, même si ce n'est pas sur notre territoire historique de travail et de réseau. Tout à fait. Et c'est ainsi que nous avons 41 de ces tarifs qui sont retournés, qui ont été contactés ou qui ont contacté Alterna, qui sont ailleurs que sur ce qu'on appelle notre zone d'influence, qui effectivement déborde un petit peu des Landes, notamment sur 64, mais qui viennent s'intégrer à ce que nous avons nous comme rémunération en tant qu'apporteur d'affaires, et parallèlement à cela, en tant qu'actionnaire, la valorisation de la part Alterna, nous en bénéficions aussi. Donc on a une rémunération faciale et immédiate du fait de la rémunération qui est cotée parce que nous sommes apporteurs d'affaires, et en même temps on sait que nous sommes actionnaires d'une entreprise qui va bien et qui est dans un modèle économique qui est valable. La différence d'Alterna, elle est relativement simple, elle s'adresse initialement en 2005 sur le marché de gros aux services publics essentiellement, et puis ensuite elle s'est ouverte à beaucoup d'autres clientèles. Et on ne spécule pas sur Alterna, c'est-à-dire que quand on dit qu'on achète de l'énergie aujourd'hui, on l'achète et on n'attend pas qu'il soit moins cher, parce que si l'énergie ne fait que remonter, on n'est pas bon. Je continue sur le gaz nat. Sur le gaz naturel, on a un effet volume effectivement qui descend aussi, puisque là aussi, le gaz naturel est impacté de la même façon pour les TRV, pour les tarifs régulés de vente, que pour les LEC. Donc on a un effet de volume où on est forcé de perdre du client. D'accord. Donc notre démarche est relativement simple, c'est que nous allons chercher là aussi du client en externe dès qu'on peut.
Pour le propane, on a un effet de volume qui est relativement important. Il y a aussi une renégociation qui a été faite. Les tarifs sur lesquels nous achetions auprès de Primagaz étaient relativement étaient trop élevés. Donc une renégociation 2016 a eu lieu et on en voit les effets. Je vais passer aux charges. Donc sur les charges, donc vous avez les charges externes, il s'agit d'achat d'énergie essentiellement évidemment. Donc vous avez vu que nous avions perdu 4% sur l'élec, 4% sur le gaz nat, et en même temps on achète moins. Puisqu'on a 11% de moins d'achat sur l'énergie. Ce qui va conduire tout à l'heure à ce qu'on observe les taux de marge qui varient. Les impôts et taxes donc, qui varient relativement légèrement. On a un effet bonifiant sur les charges de perso, qu'on pourra détailler tout à l'heure d'ailleurs. Les dotations en provision, on les voici. Ce qui peut y avoir d'intérêt sur le reste du tableau, si vous me permettez, c'est le tableau du bas. Donc, hop, le voici. Le tableau du bas avec les marges par énergie en comparatif 2016-2017. Donc vous avez une colonne de chiffre d'affaires, une colonne de marge et un pourcentage de marge. Donc là, ce sont des marges brutes. La marge élec, vous la voyez varier de façon assez forte. C'est aussi lié à des épiphénomènes, c'est-à-dire des choses qui sont intervenues tout au long de l'année 2017 et qui sont venues se rajouter pour bonifier le résultat. C'est assez complexe, mais on a un rejeu de nos factures d'EDF, nos facturations de consommation d'énergie électrique, c'est-à-dire le cumul de toutes les consommations de nos clients. Quand nous voyons arriver la facture est régularisée au bout d'un mois, parce qu'elle est forcément fausse, du fait du jeu de l'ouverture du marché et de tous les clients qui peuvent sortir, rentrer, elle est forcément fausse, donc on a une facture, disons, estimative, et ensuite on a une facture un peu plus réelle, et on a un second rejeu au bout de 14 mois, parce qu'il y a plein de phénomènes supplémentaires qui viennent s'induire, et là on a l'effet de ce rejeu, ces 50 000 € qui sont venus se rajouter en bénéfice au bout de 14 mois. On ne maîtrise pas. On ne peut pas savoir parce que là il s'agit d'institutionnels tels que RTE qui viennent intervenir et on n'a pas la main de savoir si ce delta il sera en plus ou en moins cette année. On n'a aucun moyen de supposer. On a donc le rejeu 2014 avec un rattrapage tarifaire qui est venu s'ajouter. Donc je viens de parler de 50 000 €. On a 106 000 € qui sont venus se rajouter encore en bénéfice. Il y a eu une décision de la part du Conseil d'État sur les tarifs régulés de vente de 2015 qui ont dû être rejoués. On a dû refacturer nos clients pour une petite part parce que ce tarif avait été attaqué par les fournisseurs alternatifs devant le Conseil d'État et ils avaient gagné. C'est-à-dire que l'État a été condamné à devoir nous obliger à refacturer nos clients. Donc 106 000 € supplémentaires et on a eu une production photovoltaïque qui s'est induite et qui nous a rapporté 80 000 € supplémentaires aussi. Concernant le gaz naturel, le prix d'achat de la molécule à l'époque où il a été recalculé pour cet exercice-là est extrêmement intéressant. On voit l'effet. En revanche, il a été un petit peu neutralisé parce qu'on a eu dans le même temps une demande de la part du législateur de baisser nos prix de vente. Donc on achetait mieux, mais nos prix de vente au tarif régulé, on a été obligé de les diminuer. Donc vous comprenez bien que l'effet de marge, il n'est pas bonifié. Au-delà de ça, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que nous avions récupéré en offre de marché des sécheurs. Donc ça, c'était un volume en fourniture qui nous avait manqué, qu'on avait perdu et qu'on avait pu récupérer. Et pour rien vous cacher, ça devrait bien se passer à l'avenir. Si on les avait perdus sans les perdre, c'était Gaz de Bordeaux qui les avait récupérés, comme on était dans une situation financière inquiétante. Vous avez parlé de 1 million d'euros d'ardoise, passez-moi l'expression, à Gaz de Bordeaux. Donc quand la saison du séchage de maïs est arrivée, Gaz de Bordeaux, ils ont décidé d'être prudents, je veux dire comme ça. Si GES va pas bien, on ne va pas alourdir encore
facture. Donc ils ont pris directement à leur charge ce qu'on appelle les sécheurs. Donc c'est pour ça qu'aussi on a eu moins de ventes de gaz à l'époque, mais qu'on a récupéré, donc puisque les soldes, les comptes sont assainis, on a pu récupérer directement les sécheurs. Tout à fait. Sur le propane, alors ce sont des sommes moins importantes, mais elles jouent quand même. Il y a une renégociation du prix là aussi vis-à-vis de Primagaz qui a été intéressante, et il y a un effet de volume, c'est-à-dire que nos clients se sont pas tous jetés sur le ravitaillement, mais enfin ils ont demandé un peu plus de remplissage de cuves sur un moment donné, et ce qui a pu bénéficier pour à peu près 20 à 30 000 euros sur cet épisode-là. Voilà. Je continue sur les charges. Tout à l'heure, on avait regardé un petit peu plus, on avait fait un petit focus sur les énergies. Là, je le fais de la même façon sur les charges. Donc, vous voyez, on a baissé nos achats d'énergie électrique, ce qui paraît logique, hein, puisque je ne reviens pas dessus, mais l'effet TRV, l'effet tarif régulier de vente qui a disparu. On a le même effet aussi sur le gaz naturel, et sur le propane, on a une légère augmentation, comme je vous disais. À savoir qu'il y a un effet, vous savez que nos achats sont extrêmement impactés par les températures, hein. On est ce qu'on appelle thermosensible. Donc, en règle générale, ce qu'on dit dans l'élec et aussi vrai dans le gaz, c'est que si on a un mois d'avril ou un mois d'octobre, parce que c'est là où sont les marges les plus importantes, si on a ces 2 mois qui sont relativement frais, voire froids, c'est là où on va pouvoir avoir un effet accélérateur sur notre marge. Enfin, pas en conclusion, mais sur ces comptes-là, sur le compte donc, 2017, on pouvait s'inquiéter ou s'interroger plutôt. On se dit que les recettes baissent de 6%, mais vous voyez que les dépenses elles ont baissé de 11%, donc l'effet ciseau fait que ça nous a permis d'augmenter notre marge. Donc malgré les baisses, on a expliqué pourquoi, suite à des pertes, non pas de clients, à des pertes de clients directs, mais qui sont passés par alternat, que Bordeaux avait repris. On a quand même réussi à augmenter notre marge sur GES. Oui, c'est notable. C'est-à-dire qu'avec une saison un peu plus fraîche sur les 2 mois que je vous ai cités, et avec un effet TRV qui aurait été moins dur que ce que nous a demandé l'État en termes de baisse, il est sûr que les comptes de GES étaient encore plus favorables que cela. Je passe maintenant à l'évolution de la masse salariale. Donc on a une courbe en cloche, puisque comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, c'est vrai que c'est jamais facile, hein, de devoir se séparer de personnel, vous le savez peut-être, c'est pas quelque chose de simple. En revanche, on voit que l'effet a été bénéfique, on verra encore plus tout à l'heure. Je vous ai fait un petit camembert sur la droite aussi, correspondant aux répartitions des collèges. Donc en bleu, vous avez les cadres, en orangé, vous avez les agents de maîtrise, et les agents d'exécution en gris. Voilà, pour bien pouvoir comprendre qu'on a quelque chose de logique dans le paramétrage de l'entreprise. Ce que je peux ajouter, c'est que, je vous l'ai dit, mon passé était aussi placé dans le contrôle de gestion. J'en ai quand même eu fait pas mal. Et l'acceptabilité des frais de perso, c'est de se dire que quand on prend les charges de personnel dans leur globalité, hein, la totalité des salaires, les charges salariales et patronales, tout ça cumulé, on doit essayer de rester aux alentours de 25% du chiffre d'affaires global. Hors taxe, sur GES, on est entre 20 et 21% en 2017. Donc on est sur quelque chose qui est absolument maîtrisé. Donc on y arrive, hein, on a parlé de charges, on a parlé de recettes auparavant, maintenant on arrive sur les résultats, ce qui paraît logique avec donc la variation du chiffre d'affaires qu'on a vu ensemble, les produits d'exploitation qui varient, qui diminuent légèrement, mais les charges d'exploitation qui diminuent bien plus, donc il va y avoir un effet accélérateur, vous vous en doutez. On voit le résultat d'exploitation qui passe de 2016 à 342 000, on passe tout de suite à 937 000 sur 2017. Donc là, évidemment, vous voyez que les choses s'améliorent nettement. Donc,
cumuler les deux traitements et salaires ainsi que charges sociales reviennent au slide précédent. On voit que là aussi il y a une maîtrise des coûts. Un résultat financier donc, qui reste négatif mais qui diminue en négatif, donc tout va bien. Un résultat courant impôt qui symétriquement de toute façon est excellent, avec un résultat exceptionnel qui lui est en baisse, mais du fait que les recettes exceptionnelles des années précédentes étaient très conséquentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était des actifs qui avaient été vendus. Donc la bonne ou mauvaise nouvelle, ça dépend de quel point de vue on se place. On a le retour de l'impôt sur les sociétés qui vient gréver le résultat. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Ça fait jamais plaisir de payer les impôts, mais bon, ça veut dire qu'on en gagne. Voilà. Donc la répartition sur les camemberts de droite pour vous donner un petit aperçu supplémentaire. Je refais un focus parce que on a les résultats d'exploitation avec le slide qui est là. Donc je me suis aperçu avant de rentrer dans cette salle que de tête il y avait un petit problème. J'ai essayé de le recalculer et effectivement j'ai vu qu'il y avait un souci. En fait c'est pas 273% d'augmentation, c'est pas 173% d'augmentation, c'est 273% d'augmentation. Le résultat financier, effectivement, c'est 26%, mais le résultat courant impôt, symétriquement, il n'est pas à 325, il est forcément à 425. Donc, mais à coup de pas, les nouvelles sont meilleures que ce que vous voyez. Le résultat exceptionnel est en baisse, mais pour un volume en kilo-euro qui est relativement peu important, nonobstant le reste des sommes, et avec un résultat net, donc encore une fois, qui est à 223%. Alors, juste une précision, parce que quand on voit ces chiffres, ça peut surprendre, mais pour bien comparer ces 753 000 euros de résultats, pour les comparer au 338, comme l'a dit M. Borat, nous avons à peu près 220 000 euros de produits exceptionnels. Vous l'avez dit, c'est la retarification, enfin tout à fait, le rattrapage. Le rattrapage, voilà. Le rattrapage qui a été fait suite à la décision de justice. Donc pour 120 000 euros, plus 2 ou 3 points, on est à 220 000 euros de résultats, de recettes supplémentaires qu'on a eu cette année, qui viennent forcément gonfler le résultat net. Donc pour comparer à 2016, il faudrait sortir de 120, donc on serait quand même à 520 000 euros. Donc, voilà. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est que vous faites penser encore à autre chose, c'est que nous avons mis en place une provision pour gros investissements liés à des comptages, et que cette provision fait 110 000 euros. Elle est venue diminuer le montant global. Donc en principe, il devrait être encore plus fort que ça. Et oui, effectivement, vous avez... Voilà l'évolution du résultat de l'entreprise entre 2012 et 2017. Donc effectivement, on voit nettement les modifications structurelles qui ont eu lieu au sein de l'entreprise, notamment, je pense que les frais de perso ont impacté évidemment, ne serait-ce que ça, l'entreprise. Alors entre 2013 et 2014, il y a eu un changement dans la comptabilité, c'était des amortissements, je crois, qui avaient bougé, ce qui avait permis, on va dire comme ça, d'avoir un résultat à zéro, quasiment, mais qui était de 197 en 2014. Donc 2012, 2013, 2014, si on fait la moyenne, c'était à peu près les mêmes montants. C'est à partir de 2015 où là, effectivement, avec toutes les mesures qu'on a mises en place, ça a permis de dégager du résultat positif sur GES pour passer à 753 000 euros cette année. Tout à fait. Excellent résultat. Alors, il s'agit pour les histogrammes bleus derrière moi de reprendre les données en kilo-euros qui viennent d'être données, hein, c'est-à-dire qu'on voit l'évolution, la variation du résultat en bleu. J'ai voulu vous mettre en perspective ce qu'on appelle le report à nouveau. Le report à nouveau, c'est donc
le stock de matelas que peut avoir une entreprise d'un exercice sur l'autre compte tenu des résultats qu'elle fait. Donc entre 2012 et 2017, on voit bien quelle est la pente, puisqu'elle est logique par rapport au résultat qui a été développé. Évidemment, quand on vient rapporter du résultat sur du report à nouveau négatif, ben ce report à nouveau a tendance à évidemment, c'est mathématique, ce matelas a tendance à diminuer parce qu'il est négatif. Le but du jeu, c'est de le remettre en positif, puisqu'une fois qu'on l'a remis en positif, il nous faudra, nous, qu'on reconstituer ce qu'on appelle les réserves légales, donc dans la partie du bilan, à la partie haute du bilan. Donc on a bon espoir de revenir rapidement. Donc vous voyez, jusqu'en 2014, on était à un résultat cumulé de moins 1 430 440 000 euros. Moins 1,4 million. Et aujourd'hui, on est toujours en moins, mais 350 000 euros. Ça veut dire qu'en 3 ans, on a dégagé 1,1 million. C'est ça que ça veut dire. On a dégagé positivement 1,1 million. Monsieur Gess. Ah oui. Oui, c'est factuel. Voilà pour la présentation de ces comptes. Alors, voilà où on en était, ce qu'il en est financièrement. Donc, bien évidemment, GES est toujours là, continue. Quels sont nos choix? Donc, c'est continuer l'apurement de la dette, bien évidemment. Il faut continuer à diminuer la dette. Se recentrer sur notre cœur métier, ça a toujours été le cas, donc, mais c'est l'affirmer encore plus, c'est rendre le service public dans l'énergie, soit l'électricité, ou gaz, pardon. Un plan d'investissement, on avait un peu bloqué les investissements parce qu'il manquait des pépettes, donc là c'est relancer les investissements, il y a des canalisations qui souffrent, qui doivent être refaites, donc elles sont refaites, chose qu'on n'avait pas fait pendant ces dernières années. La station de Genève, vous en avez peut-être entendu parler, ça avait fait un peu débat qui est arrêté parce que un déficit chronique comme c'est marqué, mais surtout des travaux plus que conséquents pour la mise aux normes de cette station. Mais M. Bois vous dira quelques mots sur ça. Et par contre, bien évidemment, aujourd'hui, c'est l'électrique, c'est les voitures électriques. Donc avec GES, on va se tourner donc vers les bornes électriques. Alors, vous savez, tous élus, que c'est de compétences communautaires, les bornes électriques, mais il se trouve que la communauté commune, la communauté des communes avait transféré cette compétence au SINEC. Or, il y avait un schéma départemental dans lequel R était bien évidemment intégré, et nous avions 2 bornes, je crois, qui étaient prévues sur R. On n'a pas pu les avoir parce que entre-temps, concomitamment, mais Barcelone avait déjà travaillé avec le syndicat du Gers, je crois que c'était le syndicat du Gers, ce qui de fait nous a empêché d'être avec le SINEC. Et donc on s'est sorti de ce plan. Et on ne pouvait plus mettre de bornes électriques à sur l'eau. Alors on offrait donc pas de bornes électriques à sur l'eau. Le schéma départemental s'est terminé en 2017, ou s'est terminé en 2018, je ne sais plus, 2017 je crois. Et donc avec GES, nous avons décidé, et en partenariat aussi avec la ville, de mettre des bornes électriques dans le centre-ville. Et on va installer 2 bornes électriques au niveau de la place du 19 mars, devant l'office du tourisme. Mais je vous laisse la parole, vous êtes plus compétent que moi en la matière. Oh, je pourrais parler bien sûr. De la station et des bornes électriques. Ah oui, revenons sur la station une minute. C'est vrai que elle est en perte de vitesse puisque elle a subi une perte de clients conséquente qui sont étiolés pour presque être quasi nuls en fin 2017. Elle a subi des revers techniques conséquents avec une mise aux normes qui dépassait largement ce qu'on pouvait imaginer et un besoin d'investissement qui n'était pas assumable, qu'on ne pouvait pas assumer du simple fait que de toute façon on ne couvrait pas les frais de fonctionnement. Ça c'était encore vrai il y a 15 jours. Entre-temps, sans pouvoir vous donner de délai, nous avons jamais laissé tomber totalement cette station GNV, même si on a annoncé qu'elle était fermée, etc. On a systématiquement, depuis le début de l'année, cherché à rentrer en contact avec notamment un industriel,
des mesures de confidentialité, je peux pas forcément l'évoquer, mais vous devinerez peut-être de qui il s'agit. C'est un gros industriel qui a une flotte captive de véhicules et qui souhaite investir sur des véhicules GNV. Donc il n'est pas impossible qu'à la rentrée on puisse vous donner plus d'informations, parce que si cet industriel s'engage à acheter une flotte de véhicules gaz naturel et qu'il serait à une dizaine de kilomètres d'ici, en transit entre ici et Pau par exemple, ben vous comprenez bien qu'on aurait un intérêt à regarder avec eux s'ils peuvent nous garantir de rester pendant X années, venir consommer chez nous, et auquel cas ce partenariat serait intéressant parce qu'on pourrait peut-être reconstruire quelque chose de neuf en ayant une garantie que sur le temps ça serait pérenne. Voilà. Encore une fois, ce ne sont que des travaux préliminaires, ils sont très favorables. Nous avons rencontré quelqu'un assez haut placé ce midi à ce sujet, et donc ils sont tout à fait favorables. Ils étudient le nombre de véhicules qu'ils pourraient mettre en place dans leur flotte captive. Donc c'est une demi-bonne nouvelle, parce que l'investissement pourrait très bien être fait relativement rapidement. Relativement rapidement, pour eux c'est dans un an, hein, grand max. Concernant les IRBE, les bonnes infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ce que nous avons envisagé avec M. le maire, c'est de se dire on a une compétence en interne pour tout ce qui est raccordement de ce type. Donc ce ne sont jamais que des branchements comme les autres, avec quelques petites particularités, mais qu'on maîtrise totalement, bien évidemment, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, sans aucun doute. Monsieur le maire a rappelé, les problématiques réglementaires font que c'était difficile de faire appel au SIDEC ou à une autre structure. Donc ce que nous pouvons proposer, c'est d'avoir un investissement de GES sur une borne qui serait placée au niveau de l'office de tourisme. On a un poste électrique en face des places de parking, donc c'est à quelques centimètres. Les bornes fonctionnent de quelle façon? En fait, si vous méconnaissez le système, quand vous arrivez, vous avez deux places. Il y a deux possibilités de se connecter, il y a deux voitures de front. Donc on marque au sol les places, on les spécifie comme étant des places réservées véhicules électriques pour éviter les voitures ventouses, et les voitures qui resteraient là alors qu'elles n'auraient pas besoin de se recharger. Et donc on pourrait imaginer un marquage de cette borne qui serait spécifique à la commune et à GES. Donc au-delà de l'aspect réglementaire que nous avons commencé à étudier, on a fait une petite préétude de marché sur quelles étaient les caractéristiques nécessaires. Bon, on s'aperçoit qu'il y a quand même des tendances, même s'il n'y a pas d'universalité, il n'y a pas de clé USB pour les voitures, mais on a quand même des choses qui sont sur les infrastructures qui sont cohérentes et qu'on peut envisager facilement, avec un choix et puis ce qu'on appelle un refit, c'est-à-dire qu'on pourrait modifier la borne si auquel cas dans le temps ça évolue et que la prise serait désuète ou obsolète. Donc ça serait des bornes évolutives. Le coût de la borne, parce que je pense que c'est ce que vous attendez, le coût de la borne, on a fait appel à un tour de table de 6 constructeurs, on est entre 8600 et 13 200 euros, borne livrée, complète, alors non posée évidemment. Donc c'est un prix qui est relativement intéressant, c'est une somme. Mais le but du jeu, ça serait peut-être de réfléchir avec ce qu'on appelle des cartes RFID, c'est-à-dire que ces bornes seraient éventuellement gratuites. Qu'elles pourraient, alors là je vous laisserai peut-être plus la main sur ce que nous envisageons comme politique de financement. La discussion qu'on a eue avec GES, c'est-à-dire GES dit mais nous on est prêt à investir dans ces bornes. Alors je vous l'a dit, c'est pour celles qu'on comprendrait, c'est 6 000 euros la borne, mais après il y a l'installation, donc il y en a pour 2 000 euros, quoi. Donc ça veut dire 8 000 euros la borne. Ça, on la met en place. Après, il y a le fonctionnement. Le fonctionnement, dans beaucoup d'endroits, ce sont des cartes que vous payez votre électricité comme si vous étiez chez vous. Nous, l'idée de dire aussi, c'est que on a un centre-ville, on a un cœur de ville, on a des commerçants, ça fait partie des demandes des commerçants de dire pourquoi ne mettrons pas une borne un centre-ville. Un centre-ville, ça permettrait peut-être déjà de venir du fait qu'il y ait cette borne. Mais le but aussi,
à nous de voir, on en reparlera, mais d'avoir la gratuité. Je pense que ça serait un atout pour les commerçants qu'il faut donner à leurs clients, dire, mais pour ceux qui ont des voitures électriques, vous pouvez venir vous garer en ville et recharger votre voiture gratuitement. Vous pouvez vous garer déjà gratuitement, mais en plus, vous pourrez charger votre voiture gratuitement. Parce que le coût de fonctionnement d'une borne, alors, parce qu'on n'avait pas calculé, c'est 1500. C'est ça, voilà ça. C'est 1500 € à l'année. Donc, le deal serait peut-être de dire on met ces bornes gratuitement aux usagers. Alors, on n'est pas dans établir le règlement de comment ça se passait, mais de mettre la gratuité de 8h à 18h. Il n'y a pas des gens qui viennent se charger la voiture le soir tout le temps. Donc ça serait juste pendant les heures d'ouverture des commerces. Et la gratuité comme ça, alors c'est 20 minutes je crois les charges... Alors tout dépend de comment est vide la voiture, oui. Mais là en l'occurrence ce ne sont pas des charges rapides comme on peut les connaître parce que les puissances sont phénoménales. En revanche ce sont des charges qu'on appelle normales, donc on est limité à 22 kW. Mais en 20 minutes vous faites... en 20 minutes... Pas le plein mais... non pas le plein mais en fonction de 30% d'autonomie. Oui, en principe sur quelque chose de vide, oui. Grand max. Donc voilà, ça serait comment se dessinerait... GES est toujours en train de travailler sur ce dossier, nous le présenterons quand on aura bien regardé tous les devis et les différentes structures qui proposent ces bons, et on en parlera dans le conseil de savoir comment on met en place le système de gratuité ou non, en sachant que voilà, ça coûte 1500 € à l'année pour le fonctionnement et fourniture de la voie. Oui, ce qu'on a estimé à notre niveau, c'est que ça apportait un avantage au centre-ville et à pouvoir faire un petit geste, quelque chose qui facilitait l'attrait pour le centre-ville, pour les commerçants du centre-ville. Voilà, mesdames, messieurs, quelques mots, quelques chiffres, la situation, l'excellente situation économique de GES, dans laquelle on est aujourd'hui. Je tiens quand même à remercier, il n'est pas là, c'est M. Guendé qui était le directeur, qui est arrivé quand nous sommes arrivés en 2014, enfin il est arrivé un peu après. Tout le travail qu'il a fait pour faire en sorte qu'aujourd'hui on a ces résultats financiers. Comme j'ai dit à M. Bourra, c'est lui qui a présenté au conseil d'administration et à l'Assemblée générale ces résultats, parce que c'était lui à l'époque le directeur, mais il venait juste d'arriver, donc tant mieux pour lui. Mais comme je dis souvent, quand on stagne, on recule. Donc vous savez comment je suis, moi on peut toujours faire mieux, on peut toujours essayer de faire mieux. Donc le leitmotiv de GES aujourd'hui, c'est de continuer à apporter le service au public, comme GES le fait depuis déjà de nombreuses années, continuer à le faire encore plus. Et là, au travers de cet exemple des bornes, mais voilà, c'est une participation, c'est un retour, je dirais, de la structure GES pour les clients, pour les consommateurs, pour les assurés, et plus au niveau de la ville. Alors on a commencé, hein, mais alors j'ai parlé de quelque chose. Effectivement, les chiffres que je vous ai donnés ne sont pas de mon fait, hein, puisqu'ils sont liés à l'activité de Sébastien et de Monsieur le maire. En revanche, sur l'aspect qualitatif, on vient d'être récompensé cette année sur la qualité de nos entretiens au niveau gaz. Donc sur le dernier, la fin 2017, début 2018, on a été audité comme chaque année, et l'auditeur nous a exempté de façon exceptionnelle l'audit 2019, en estimant que les efforts qui avaient été portés sur la fin 2017 et le début 2018 avaient été suffisamment excellents pour qu'on se passe de l'audit 2019. J'essaye. Vous avez un directeur très technique, dans la technicité, donc c'est bien. Voilà, si vous avez des questions particulières sur GES, c'est au revoir. Pas de questions? Oui, Christophe. C'est pas une question, mais juste un détail qui peut peut-être changer les choses au niveau de la station. Alors je sais qu'à une certaine époque, il y avait les confrères qui avaient des véhicules GLD avaient des problèmes plus au niveau du réglage et de l'entretien des véhicules. Donc je crois qu'il y a ce troisième maillon de la chaîne auquel il faut s'intéresser, parce que les garages doivent être formés pour ce genre de choses.
je crois que ça fait partie aussi d'un rayon, enfin, de quelque chose auquel il faut réfléchir, d'avoir des garages sur place qui puissent entretenir ce type de véhicule. Oui, mais ça c'est privé, tu ne sais pas. Ah oui, c'est pas un geste. Non, c'est pas un geste. Je dis, il y a des potentielles entreprises qui pourraient acheter ce genre de véhicule, mais il faut aussi derrière peut-être contacter les garages pour voir s'ils ont effectivement du personnel formé pour ce genre de choses. Je crois que ça fait partie du troisième maillon de la chaîne. Après, c'est clair qu'on a vu l'évolution. Il y a des années, c'était le GPL, après on est venu au gaz NAT, et maintenant on est passé à l'électrique. Donc voilà, il y a de l'évolution aussi en matière d'énergie renouvelable dans les moteurs et dans les véhicules. Et si vous n'avez pas d'autres... Ah si. On va se féliciter bien évidemment, et on va féliciter les deux directeurs qui se sont succédés pour, je n'ai pas de scrupule à dire, le rétablissement financier de la structure. On ne va pas revenir sur le passé. On connaît les raisons pour lesquelles il y a eu 3 années particulièrement difficiles qui ont généré un résultat déficitaire cumulé. Parce qu'un choix a été fait, on peut le mesurer aujourd'hui dans ses dimensions positives, dans ses dimensions négatives. C'est surtout la dimension négative, bien évidemment, qui est mise en exergue, ce que je comprends parfaitement. Simplement rappeler que les choix stratégiques ont été faits, qui ne sont pas remis en cause aujourd'hui. C'est lorsqu'on a sorti la compétence eau et assainissement de ce qui étaient les régies municipales, et aujourd'hui on se loue tous de voir que le CITEC nous paraît être la structure beaucoup mieux appropriée aux anciennes régies pour assumer la compétence eau et assainissement, premier point. Deuxième point, moi je n'ai aucun regret, et je pense que le PDG, maire d'Ercerado, ne l'a pas non plus, à ce qu'on ait transformé la régie municipale en société d'économie mixte. Ça nous a permis de conforter le noyau dur au niveau de la collectivité, mais aussi d'aller chercher des partenaires qui nous sont bien utiles, à la fois de par leur expérience, leur expertise, leur capacité aussi à trouver d'autres opérateurs. On a vendu des actions et ça a apporté quand même 399 000 € de recettes exceptionnelles à la ville d'Air cette année, donc qui ne se sont pas traduits par une rentrée au niveau du compte d'exploitation de gestes, mais en tous les cas c'était une opération intéressante, donc un non-regret d'avoir transformé la régie municipale en société d'économie mixte. Et ensuite on a fait un choix qui n'a pas forcément été vertueux, et je tiens à y revenir parce que nous n'avons jamais été à la veille d'un dépôt de bilan, monsieur le maire. Nous avons été confrontés à un déficit de trésorerie très conséquent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et ça pourquoi? Parce que, voyant qu'il y avait l'ouverture totale du marché, on a fait un choix stratégique à l'époque qui consiste à aller vers des communes extérieures à la ville d'Ercerado par le biais du propane et qui a nécessité de lourds investissements. Nécessitant de lourds investissements, ça purgeait la trésorerie, bien évidemment, avec des résultats qui ont mis 4 ans avant de produire leur effet, 4 voire même 5 ans, et qui ont généré donc le fait qu'il y avait un déficit, oui, parce qu'il avait été recruté un service commercial conséquent pour aller faire honneur à ces 18 concessions au niveau des communes. Et on voit aujourd'hui que même si ça reste encore relativement modeste, aux environs de 10%, mais je pense que ce n'est pas une erreur, loin de là, d'investir dans les communes extérieures pour qu'on puisse conforter la marge, et on le voit bien au niveau du propane, la marge, même si elle est beaucoup moins conséquente que le gaz et l'électricité, elle est quand même intéressante. Bon, voilà, donc aujourd'hui, n'ayons pas de regrets sur le fait qu'on ait transformé la régie en société économiste, n'ayons pas de regrets en enlevant l'eau et l'assainissement pour le donner au CIDEC, n'ayons pas de regrets d'avoir fait le choix de distribuer du propane ailleurs,
Ça a eu des conséquences, effectivement, tu l'as souligné à juste titre. Il a fallu se séparer du personnel commercial parce que financièrement ça posait problème. Donc moi je ne peux que m'associer aux propos qui ont été tenus pour saluer le rétablissement de la trésorerie et que ça reste un service public intéressant. Deux mots sur le plan technique, sur le GNV. Je l'ai dit au maire, je le dis aussi à vous, monsieur le directeur. Bon. Il y a eu une situation qui a été tardive, une décision qui a été tardive, indiscutablement, parce que l'outil est surutilisé. C'est pas évident d'assurer l'entretien de véhicules au gaz naturel. On en sait quelque chose, puisque la communauté commune et le CIS ont des véhicules, et surtout le CIS ont des véhicules au niveau du GNV. Je crois que ça aurait été mieux s'il y avait eu une information plus rapide. Bon, c'est fait, il y a une perspective qui se présente, tant mieux. On va rien dire dessus. Sur les bornes électriques, moi je pense qu'on n'a pas trop le choix sur la gratuité. Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les grandes surfaces, les enseignes, elles vont assurer gratuitement la distribution électrique. Et donc il serait illusoire de croire que même en installant une voire deux bornes électriques en centre-ville, si les gens y voient que c'est gratuit chez Leclerc, demain chez Lidl, je ne sais où encore, et que c'est payant pour la collectivité, ça aurait l'effet contraire. Donc moi je ne peux que m'associer à cette perspective d'assurer la gratuité. Enfin, un problème de forme. Problème de forme parce que le directeur général, ce soir vous faites une réunion d'information sur GES. Bon, c'est utile, c'est pas suffisant. Et je pense que monsieur le directeur général délégué le sait, il y a nécessité de présenter devant les collectivités actionnaires un rapport d'activité complet. Et je ne comprends pas que vous ne le fassiez pas devant le conseil municipal, puisque vous le faites vis-à-vis du conseil départemental. Vous avez remis les comptes du 30 septembre 2017 avec l'ensemble du rapport d'activité auprès du conseil général qui a délibéré le 2 novembre 2017. Un dossier qui faisait 48 pages. Or nous, ce soir, nous n'avons aucun dossier. Nous sommes la collectivité actionnaire principale et majoritaire et nous n'avons pas de rapport d'activité. Donc, moi je vous demande, monsieur le maire, alors que c'est une obligation, c'est l'article, vous le connaissez, c'est GCT, on va pas le redire, vous avez l'obligation de présenter le rapport d'activité avec les comptes financiers, le rapport du commissaire aux comptes, l'état de l'évolution de la dette, etc., devant le conseil municipal, chose que vous ne faites pas. Et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous vous limitez à une simple réunion d'information? Nous lisons avec plaisir ces résultats, mais nous n'avons pas de dossier. Et je pense que vous devriez vous conformer à ce que la réglementation prévoit, c'est-à-dire qu'il y ait, dans les 6 mois ou les 9 mois, après l'Assemblée générale, qu'il y ait la présentation du rapport d'activité. Assemblée générale, d'ailleurs, qui s'est tenue le 28 mars 2018, nous n'avons pas à ce jour encore le procès-verbal de l'Assemblée générale. Ce qui fait que les actionnaires prennent connaissance, encore une fois avec plaisir, de tous ces résultats, mais nous n'avons aucun document. Et en cela c'est un oubli fâcheux dont je vous demande, moi, de présenter lors d'un prochain conseil municipal le rapport d'activité complet, comme c'est une obligation, parce que c'est une obligation, sinon ça pourrait faire l'objet d'un recours, que je ne souhaite pas, évidemment. Bon, j'ai pour habitude de faire les choses dans la règle de l'art, donc s'il y a un manquement en la matière, on fera en sorte de changer ça, mais je suis quand même élu depuis quelques années et j'ai aucun souvenir, mais je peux me tromper, et j'ai pas loupé au conseil, en 7 ans, j'en ai loupé que. J'ai pas le souvenir d'avoir eu le moindre rapport d'activité de GES en conseil municipal.
On a eu le rapport des concessions, ça oui, loisir, c'est une obligation. Mais rapport d'activité et de geste, j'en ai, mais vraiment aucun souvenir. Mais bon, alors vous me posez la question pourquoi on ne le faisait pas, c'est que il y a des fois, j'ai reproduit ce que vous faisiez, pas tout, on va bien. Mais bon, là, la matière, c'est des choses qui ne se faisaient pas, donc voilà. Mais il n'y a pas matière, vous pensez bien qu'avec ces résultats-là, j'ai rien à cacher, hein, donc pas du tout. Donc, s'il y a eu manquement en matière, on va regarder, c'est rien, je vous dis franchement, donc on va y remédier. Mais je suis un peu surpris parce que, je vous le dis, mais je n'ai vraiment aucun souvenir de ça, mais aucun. Pourquoi, monsieur le maire, vous remettez le rapport complet au conseil départemental? Mais peut-être que... Je finis. Et vous le savez aussi, au conseil départemental, ce rapport il est présenté, il fait l'objet d'un débat, il fait l'objet d'une délibération. Pourquoi vous ne le faites pas au niveau de la ville? Parce que très certainement, mais vous êtes bien plus au courant que moi au niveau du département, peut-être que dans le règlement, je veux dire comme ça, dans le règlement intérieur du département, quand le département rentre en actionnariat dans une entreprise, elle demande d'avoir annuellement le rapport d'activité, le rapport des comptes, et que ce soit délivré. C'est très certainement marqué dans le, je vais le dire comme ça, dans le règlement intérieur du département, et ce n'est pas le cas dans celui de la Médiation. Mais ce n'est que des hypothèses. Ça n'a rien à voir. Non, mais... Ça n'a rien à voir. C'est le Code général des collectivités territoriales, dans son article 1527, alinéa 4, qui vous oblige à faire ça. Effectivement, ce n'est pas très ancien. Et le CGCT aujourd'hui l'oblige. Donc moi je vous demande que lors du prochain conseil municipal, le rapport d'activité soit présenté. Et puis je demanderai aussi à monsieur le directeur général délégué de veiller à ce que le procès-verbal de l'Assemblée générale ne soit pas remis l'année suivante. Un procès-verbal de l'Assemblée générale, il doit être remis dans les 15 jours, allez, on va dire dans les 4 semaines qui suivent. Et ce n'est pas normal aujourd'hui que 6 mois après l'Assemblée générale, nous n'ayons pas le procès-verbal. Il n'est pas validé à l'Assemblée générale qui suit. Bon. C'est verbal. Oui, qui est souvent validé à l'Assemblée générale. Normalement, il doit être distribué dans les 15 jours. Il me semble que dans toutes les AG, c'est comme ça. On fait le rapport, l'AG qui... On commence d'ailleurs un AG comme ça, par le rapport... Et le rapport d'activité, monsieur le maire, n'a rien à voir, avec le règlement intérieur. Il n'y a aucun problème, monsieur Palais, si le Code général des collectivités le stipule, on le fera, voilà, sans problème. Bien. Sur ces problèmes... Si vous voulez la preuve. Non, oui, mais... Non, oui, pas de problème, on regardera. Bon, il y a des notes. Bon. Là, si je puis me permettre, le rapport d'activité, il est fourni au SILEC, puisque c'est l'autorité concédante. Ça n'a rien à voir. Toute collectivité actionnaire a l'obligation... Je peux renoter le numéro de l'article? Oui. Parce qu'il va falloir le dire. C'est l'article 1524, alinéa 6. Vous avez trouvé, vous inquiétez pas, monsieur le maire. On regardera, ne vous inquiétez pas, monsieur Gallet. J'aurai avec plaisir la possibilité de vous offrir le CGCT. Oui. J'ai une autre lecture que le CGCT... Ça pourrait être, monsieur le maire, un cadeau de mariage. Oui, si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Mais on ne fait un cadeau que lorsqu'on est invité. Exactement. Ce qui n'est pas le cas. Mais je vous assure, je vous conseille vivement quand même d'utiliser ce document. Oui. On regardera ça de près. Oui, regardez-le. Merci. Si je puis me permettre pour l'information plus rapide sur la station GNB, les délais qui nous ont été imposés l'ont été du fait des marchés publics qui ont été respectés. Donc on n'a pas pu aller plus vite à cause de ça. Effectivement, nous aurions pu prévenir nos clients que nous étions dans un process, ce qui a été fait pour ceux qui s'en sont enquérés. Notamment M. Kieno, si on parle de sommation en Vous êtes illégal dans votre réponse. Pardon? Vous êtes illégal dans la réponse. Je crois, oui. Concernant le propane, je voudrais juste tempérer en disant qu'effectivement, de façon faciale, nous avons des recettes et des marges
qui est convenable. La marge globale, on l'a vu tout à l'heure dans le camembert, pour la marge globale de l'entreprise, elle est de 10%, c'est-à-dire pour 1 euro investi, on sort 10 centimes. Pour l'industrie, c'est un excellent taux. Pour du marché de gré à gré, enfin, du commerce lambda, c'est très faible. En revanche, je voudrais revenir sur le propane, parce que le propane, c'est un taux de pénétration qui est de l'ordre de 8%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 319 points de livraison alimentés sur les 22 000 habitants qui sont représentés dans les communes. Et en revanche, ça correspond à un investissement de 6 272 000 euros qui sont toujours à charge de l'entreprise, avec des temps de retour sur investissement qui sont qui sont 400 ans, ça fait très long. 400 ans. Qui sont au-delà de ce qu'on peut raisonnablement. Là-dessus, monsieur Borat, vous n'étiez pas là, mais ça mérite une explication. Ça mérite une explication. Quand il y a eu l'ouverture du marché, et que l'on restait, si on faisait le choix à l'époque, de rester intramuros sur la seule ville d'air, nous avions le monopole, nous étions à 100%, c'était la garantie qu'on allait perdre les clients. Puisqu'on avait le monopole, on était à 100%, et l'ouverture du marché faisait naturellement penser qu'on perdrait des clients. Ce qui a été le cas, et c'est de bon le cas. Et notre raisonnement tout simple a consisté à dire les clients qu'on va perdre sur nous, on va essayer d'aller les gagner à l'extérieur. Il s'est trouvé à ce moment-là qu'il y avait des zones qui pouvaient être branchées en gaz naturel. Il y avait, je crois, aujourd'hui 6 communes en gaz naturel sur le secteur de Pouillon. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Et effectivement, il y avait deux gros industriels qui nous ont fait savoir qu'ils étaient intéressés de se raccorder au gaz naturel. Et le choix, il n'a pas été concluant. Ça a été un choix à un moment donné, a consisté à dire, face à ces deux gros industriels, qui représentaient des volumes conséquents, dont l'un représentait pratiquement la moitié du volume de la seule ville d'air, on a fait le choix de dire on y va. Et ça supposait un investissement de 5 millions, c'est vrai. Il s'est trouvé que cet industriel, 2 ans après, il a payé bagage. Voilà. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. On peut dire que c'est la mauvaise gestion, si le maire ne s'en prive pas. C'est un choix stratégique qu'on a assumé à un moment donné, qu'on paye aujourd'hui, je le reconnais, qu'on paye aujourd'hui, mais moi je pense quand même qu'à un moment donné, il faut savoir être audacieux. Le risque a été pris, il n'a pas été couronné de succès, mais forcément il ne faut pas, si demain vous aviez la même perspective, je voudrais bien savoir comment vous réagiriez. Peut-être à la même manière. Bien. C'est bon pour Jess. On peut libérer M. Borat. Je vous remercie de nous avoir expliqué. Alors vous pouvez non pas rester, parce que Marie va revenir, mais vous pouvez rester là si vous voulez écouter une discussion importante pour la construction d'une piscine ouverte qui pourrait être important pour Rogès, parce que les piscines, c'est un bon client pour la structure que peut être Gest. Donc merci monsieur Elia. Allez, le temps de se mettre en place.